Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce matin pour un webinaire sur la loi de finances, quels impacts pour les agents généraux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux personnes expertes sur ce sujet. Donc, Nicolas Bonneau, qui est agent AXA et président de la commission fiscalité. Et puis, Céline Baudusseau, experte juriste fiscaliste chez nous à la Fédération. Donc, pendant 1 heure, on va vous dévoiler tout ce que vous devez savoir sur l'impact de la loi de finances sur votre métier. Donc, je laisse la main à Nicolas qui va nous présenter sa commission qui œuvre depuis bien longtemps maintenant au sein de la Fédération pour optimiser en tous les cas toutes les actions pour les agents d'un point de vue fiscal. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie et merci. Expert avant tout agent général. Le mot expert, je laisse surtout effectivement à Céline. Donc je vais me présenter rapidement. Moi, je suis agent général AXA sur Angoulême depuis 2006. Je suis membre de la commission fiscale depuis 2018 et au départ en retraite de François Bonnefer, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour le passage de témoin. Au 1er janvier 2020, j'ai eu l'occasion de prendre la présidence de cette commission fiscale. Alors, cette commission fiscale, elle est composée donc de Céline, qu'on va écouter tout à l'heure et de manière très attentive, et également Jennifer, qui sont les deux juristes fiscalistes donc de l'AGA, qui sont à notre disposition pour toutes des questions ou des problématiques fiscales que nous pourrions rencontrer les uns et les autres. Et puis, cette commission, elle a été composée historiquement de 3 agents, 3 agents généraux. Les problématiques augmentant, on a eu pour ambition de renforcer un petit peu cette commission. Et donc, elle se compose, alors on voit les noms des collègues qui la composent, qui représentent un certain nombre de compagnies. On a essayé de manier l'ensemble du territoire. Surtout, on a greffé des gens qui ont des statuts différents, tels que des gens en BNC, en EIRL, en SARL, justement pour bien cerner l'ensemble des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, cette commission, elle a plusieurs missions, plusieurs rôles. La première, effectivement, c'est d'être en veille sur des problématiques, sur des sujets qui pourraient nous concerner. Elle a déjà, par exemple, par le passé, déjà saisi le Conseil constitutionnel sur une problématique bien particulière. Donc, elle a en quelque sorte un travail de lobbying. Et puis, elle a un travail également d'information, de veille sur l'actualité. Donc, c'est un peu l'objet, effectivement, de notre webinaire aujourd'hui. Elle travaille notamment à la rédaction d'un hors-série qui va paraître dans quelques semaines. Et puis, dans des temps plus normaux, elle organise également un colloque qu'on espère pour plus tard. Mais nous ne désespérons pas de se retrouver sur un format, je dirais, plus habituel et plus sympathique. Voilà en quelque sorte, je dirais, le rôle de cette commission, le travail qu'elle opère au quotidien. Et puis, dernière chose aussi, Aurélie, avant que j'oublie, et de manière plus ponctuelle, sachez que vous pouvez solliciter l'un d'entre nous si lors d'un contrôle fiscal, vous contestez, vous êtes en capacité de solliciter la commission départementale des impôts. Et à ce titre, vous êtes en droit de demander à être accompagné de quelqu'un de la profession. Voilà. Donc, moi et mes collègues membres de la commission, nous nous formons à cet effet pour vous accompagner au mieux dans ces moments. Voilà, Aurélie, en quelques mots, je dirais très succinct, puisque la matière suit, et je vais laisser la parole à Céline, ou aussi en quelques mots une présentation de notre commission. Merci Nicolas. Avant de passer la parole à Céline, on voulait savoir si vous êtes 200 agents connectés ce matin, savoir si vous connaissiez d'ores et déjà la commission fiscale et son rôle surtout, puisque comme l'a dit Nicolas, ils ont un rôle important pour votre métier. Donc voilà, je vous laisse juste quelques minutes pour nous dire si vous connaissiez cette commission et si vous y avez peut-être déjà fait appel. On constate que c'est une découverte pour la plupart d'entre vous, puisque vous êtes déjà 80% à dire que vous ne connaissiez pas. Donc, c'était un bon rappel en tous les cas. Merci Nicolas, parce que du coup,
les gens ont pu indiquer. Alors, je laisse encore quelques, parce que ça continue de bouger un petit peu. Voilà, hop, on va fermer. Donc, oui, plus de 80% des agents qui ne connaissaient pas la commission. Merci d'avoir fait ce rappel. Céline, qu'est-ce que tu vas nous raconter pendant 1 heure, accompagnée de Nicolas, bien évidemment? Alors, c'est un programme un petit peu chargé, sachant que certaines parties vont être un peu plus courtes que d'autres. Vous inquiétez pas, hein, le début est un petit peu plus court. Et on va parler tout d'abord du barème de l'IR. Je vais juste faire un rappel, il n'y aura pas beaucoup de changements, hein, c'est juste une revalorisation. Je fais aussi un rappel au niveau du taux d'IS. Il y a eu un changement, c'est-à-dire un élargissement pour le taux inférieur à 15%. Donc, ça peut peut-être concerner des clients à vous qui auraient un chiffre d'affaires, on va dire, assez important. Mais c'est surtout rappeler qu'il n'y aura pas de changement. Ils ont laissé le taux d'IS au même, ce qui était prévu avant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent passer en EIRL en l'IS ou être en SARL à l'IS. Ensuite, on verra aussi que pour ce qui est de la majoration de 25% pour tous ceux qui sont au BNC ou au BIC pour courtage, normalement, vous êtes censé être adhérent à une association de gestion agréée ou alors un centre de gestion. Et il y avait une majoration. On va voir qu'avec la loi de finances 2021, en fait, ils vont à terme le supprimer. On va en parler un peu plus en détail. On va parler aussi de la suppression de l'enregistrement de certains actes qui étaient avant obligatoires et qui ne va plus l'être. Donc ça va concerner ceux qui sont surtout en SARL, ou alors peut-être si jamais vous n'êtes pas en SARL mais que vous avez des clients qui le sont, c'est peut-être intéressant de leur indiquer. On va aussi parler de la fiscalité territoriale de l'agence, donc ce qui correspond en fait à la CVAE ou la CFE. Je sais que généralement, on connaît un petit peu plus la cotisation foncière des entreprises. Donc, on va en parler un petit peu parce que ça diminue. On va parler aussi de la fiscalité automobile. Donc là, on va parler de la taxe sur les véhicules de société et du malus écologique, forcément, et du malus au poids. Il y a quand même pas mal de choses dessus. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on se situe. Écologiquement, c'est bien, mais ça va quand même coûter un petit peu plus cher à l'achat selon le type de véhicule que vous allez choisir. Et enfin, en bonus, entre guillemets, on va parler juste de la nouvelle cotisation pour les IJ. Et ça, c'est dans la loi de finances pour la sécurité sociale, donc loi de financement de sécurité sociale 2021. C'est un beau programme assez complet, je dois l'avouer, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de chaque partie, sachant qu'on reviendra plus dans les détails dans le hors-série fiscalité, où là, j'approfondis un petit peu plus qu'aujourd'hui en webinaire, où c'est plus informatif avec quelques notions. Céline, juste si je peux te demander, parce qu'on a un module de questions auquel d'ailleurs j'invite les agents à poser toutes leurs questions. Il y a quelques agents qui nous disent qu'ils t'entendent un petit peu mal ou de loin. Donc, si tu peux augmenter un petit peu le son de ta voix. Et puis, avant de passer à toutes ces explications, on voulait adresser une petite question aux agents qui nous suivent, savoir sur quel est leur mode d'imposition, IR ou IS. Alors, si vous ne savez pas, c'est un peu plus embêtant, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, voilà, c'était pour introduire le propos de Céline sur ces thématiques. C'est impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés alternatives. Donc, hop, vous êtes déjà 75% à avoir voté et vous êtes principalement donc 67% à l'IR. D'accord. Je ferme pour les derniers. Et vraiment, Céline, apparemment, il faut que tu hausses le ton parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. C'est pas la voix qui parle. Alors, on va pouvoir commencer sur le barème de l'IR pour les revenus 2021. Donc, vous savez, l'année dernière, avec la loi de finances pour 2021, ils ont abaissé la tranche marginale d'imposition de 14% à 11%. Et ça, ils ne sont pas revenus dessus. Ils n'ont effectivement pas augmenté l'imposition. Donc là-dessus, ils ne sont pas revenus. Par contre, ils ont fait une revalorisation de 0,2% pour les tranches, en fait. Donc, vous voyez, les tranches ont un petit peu augmenté, mais c'est vraiment très minime.
Et surtout, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des impôts. Ce n'est pas du tout la tendance de la loi de finances pour 2021. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout au long de la matinée, c'est qu'en fait, ils ne sont pas du tout vers une augmentation des impôts. Donc, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, au niveau du barème de l'IR, à part cette revalorisation de 0,2%, ils n'ont rien touché. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, au moins, ils n'ont rien touché. Mais c'est plutôt un rappel comme quoi ils n'ont rien touché là-dessus et qu'il y a juste une revalorisation. C'est pour ça que je vais rester rapidement dessus. C'est vraiment un rappel pour vous. Pour ce qui est de l'élargissement du champ d'application finalement du taux réduit d'IS, donc ça, on va parler en fait des 15%, qui est le taux réduit en fait en vigueur, et ils l'ont élargi. C'est-à-dire que pour les PME, donc les petites entreprises, ayant quand même un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, ou jusqu'à 10 millions d'euros, il y aura toujours le taux de 15%. Donc ça ne peut pas forcément vous concerner vous, mais ça peut peut-être concerner vos clients de leur dire que maintenant, jusqu'à 10 millions, il peut y avoir un taux à 15%. Donc c'est quand même intéressant. Jusqu'à 38 120. Donc on prend les tranches finalement au niveau du calcul. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne remettent pas en cause en fait la baisse progressive de l'IS. C'est-à-dire que la loi de finances 2021, elle ne revient pas sur ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire la baisse de l'IS. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'elle est passée à 26,5 au niveau du taux d'imposition. Donc ce qui veut dire que de 0 € jusqu'à 38 120, vous avez le taux réduit à 15%, sachant que le plafond de chiffre d'affaires est passé de presque 8 millions à 10 millions. Et à partir de 2022, le taux d'IS réduit restera en vigueur. Jusqu'à 38 120, ce sera toujours 15%. Et supérieur à 38 120, on va passer à 25%. Normalement, le taux de 25% devrait être le taux, on va dire, entre guillemets, normal de l'impôt sur les sociétés. Il ne devrait pas bouger. Ils n'ont pas du tout annoncé qu'il y aurait une augmentation de l'IS ou d'autres baisses de l'IS. Mais en tout cas, on voit que là-dessus, ils ne reviennent pas dessus. Ce sera vraiment le taux, on va dire, de l'IS à aujourd'hui. Donc, on était quand même à 33% il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on passe à 25%. Donc, c'est vrai que si jamais vous avez une tranche marginale d'imposition assez élevée, ça peut être intéressant de passer à l'IS. Je crois que Nicolas, toi, tu es justement à l'IS. Je sais que ça peut être intéressant de passer à l'IS. Oui, alors effectivement, je suis à l'IS et je réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, je te confirme aussi, hein, pour information. Mais ça reste quand même intéressant de passer à l'IS au niveau de l'imposition. Donc c'est pour ça que c'était surtout un rappel pour vraiment vous dire que c'est ce qui reste la tendance. Donc pour ceux qui hésitent ou qui hésitent peut-être à passer en société imposée à l'IS, sachez en tout cas qu'il reste dessus pour le moment. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Donc je voulais quand même faire un rappel là-dessus. Et là, on va parler du coup, alors pour tous ceux qui sont finalement à l'impôt sur le revenu, je suppose que vous devez déclarer vos revenus agents en bénéfices non commerciaux, donc au BNC. Et que comme vous déclarez au BNC, normalement, vous êtes censé adhérer à une association de gestion agréée parce que vos revenus relèvent de bénéfices non commerciaux. Il est possible aussi que vous deviez finalement adhérer à un centre de gestion agréé si jamais vous déclarez votre courtage en bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça, c'est une obligation légale. Vous êtes obligé d'adhérer, sinon vos revenus font l'objet d'une majoration. Donc, la majoration était de 25% jusqu'à, on va dire, 2019. Et aujourd'hui, la majoration, elle va être progressivement réduite jusqu'à sa suppression. Donc finalement, vous n'aurez plus une sanction si vous n'adhérez plus à un centre de gestion agréé, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer cette majoration à terme. Après, c'est vrai que c'est une bonne chose de faire avoir cette sanction si jamais vous n'adhérez pas ou que par exemple votre comptable peut tout simplement oublier de vous faire adhérer à une association de gestion agréée. Mais d'un autre côté, je vous avoue que nous, on trouve ça quand même bien si vous adhérez à une association de gestion agréée, tout simplement parce que ça peut quand même vous aider si jamais vous avez des questions en comptabilité ou que vous n'êtes pas certain de ce que fait l'expert comptable, c'est toujours bien de pouvoir leur poser des questions. Ils sont normalement censés vous répondre,
et vous donner des indications sur les traitements comptables. Donc, c'est toujours bien de pouvoir poser des questions. Après, je sais que ce qu'on leur reproche beaucoup, c'est que c'est un peu un pré-contrôle fiscal. C'est vrai qu'ils communiquent aussi avec l'administration fiscale, mais d'un autre côté, si jamais vous faites une erreur ou qu'ils le constatent, bah, ils vont vous dire qu'il faut modifier. Donc, ça peut être un mal comme un bien. Ça dépend comment vous le voyez. Et aussi, je sais que généralement, les agents aiment bien poser la question à leur association pour connaître les chiffres. En fait, c'est aussi une vertu de pouvoir connaître les statistiques de votre profession et notamment les statistiques dans votre région. Donc, ça a quand même un avantage là-dessus. Après, je ne sais pas s'ils vont, entre guillemets, se réinventer, trouver une autre utilité pour que les gens continuent finalement à adhérer sans qu'il y ait cette sanction. Pour le moment, il n'y a rien du tout de prévu, ils n'ont rien annoncé. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y aura pas de sanction si vous arrêtez d'adhérer. Pour le moment, c'est bien prévu dans la loi. Donc, ce qui est prévu, c'est que ce taux de majoration, en fait, pour l'année 2020, au lieu d'être à 25%, il est passé à 20%. Il va passer à 15% en 2021. Il va passer à 10% en 2022. Et c'est en 2023 que vous n'aurez plus, en fait, de majoration. C'est-à-dire, si jamais vous décidez d'arrêter finalement d'adhérer, si vous avez décidé d'arrêter d'adhérer à une association, il n'y aura plus de sanctions, on va dire, pécuniaires par rapport à cette majoration. Après, est-ce qu'ils vont trouver d'autres idées pour continuer, pour que les personnes continuent à adhérer, c'est possible. Mais ça, ce sera votre choix et au moins, il n'y aura plus de sanctions si jamais vous oubliez, surtout, parce que je sais que c'est déjà arrivé à des agents où l'expert comptable n'avait pas fait l'adhésion et ils se sont retrouvés avec une majoration. Donc, ça peut arriver. Au moins, il n'y aura plus de sanctions, mais c'est bien de le savoir et aussi de l'indiquer. Peut-être si vous connaissez des futurs agents, comment ça se passe. Donc, c'est toujours bien de le savoir aussi à titre indicatif pour d'autres personnes que vous pouvez connaître. Mais en tout cas, ça reste une bonne nouvelle, au moins cette sanction qui était complètement, on va dire, inégalitaire par rapport, par exemple, aux salariés qui n'ont pas de sanction, pas d'obligation. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire au niveau de l'association de gestion agréée. Je ne sais pas si pour le moment il y a des questions, sinon je vais passer au terme suivant. Alors, on avait une question, Céline. Alors déjà, si tu peux te décaler un petit peu vers le micro, parce qu'on a toujours des remarques, les gens ne t'entendent pas. Alors, c'est pas tout le monde, mais ouais, je ne sais pas si tu peux, désolée de te contraindre. En fait, on nous demande, donc, est-ce que on peut passer, alors, je reprends ma petite question, puisque du coup, de l'IR à l'IS ou inversement? Alors, vous pouvez tout à fait passer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés, sachant que si vous passez à l'impôt sur les sociétés, fiscalement, c'est considéré comme une cessation d'activité. C'est-à-dire que vous passez d'un régime d'imposition à un autre, et donc on devra calculer potentiellement une plus-value. C'est-à-dire que si vous avez fait, en fait, votre portefeuille vous avez fait une progression de votre portefeuille, et mettons que vous passiez de 300 000 à 400 000 euros, on va calculer une plus-value. Cette plus-value, finalement, elle sera de 100 000 euros dans mon exemple et elle sera imposée comme une plus-value professionnelle, donc à la flat tax de 30%. Donc, ça fait quand même une imposition, sachant que si vous passez de l'IR à l'IS et si vous apportez votre entreprise, par exemple, à une URL ou une SARL, cette plus-value peut être reportée. Vous n'avez pas à la payer tout de suite, mais à votre cessation d'activité. Donc, ça aura quand même un coût fiscal dans le sens où vous passez d'une imposition à une autre. Après, si ça ne fait pas longtemps que vous êtes en exercice, il n'y aura peut-être pas de plus-value ou elle sera mineure. Et si ça fait longtemps, mais que vous allez encore exercer un certain nombre d'années, environ, je ne sais pas, 10 ans encore en activité en tant qu'agent, finalement, il peut y avoir un intérêt de passer à l'IS, surtout si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est finalement supérieure à 30%. Donc là, le taux d'IS peut vraiment être avantageux. Donc ça dépend vraiment des situations, mais c'est tout à fait possible de passer de l'IR à l'IS, comme c'est possible de passer de l'IS à l'IR, vous avez le droit, vous avez jusqu'à 5 ans pour dire je veux repasser à l'IR, mais ce n'est pas neutre fiscalement parce que vous devez dissoudre la société, ça peut coûter cher. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de passer de l'IR à l'IS comme de l'IS à l'IR. Après, il y a toujours un coût fiscal, ça se calcule, ça dépend de votre situation et aussi si vous passez à l'IS, ça dépend vraiment de
votre situation personnelle et de combien de temps vous allez rester encore agent. Ça se calcule, je vous conseille plutôt de faire une simulation dans ce cas-là. Mais ça peut vraiment être intéressant si vous allez être encore agent pendant 10 ans et que vous avez une tranche marginale d'imposition assez élevée. Merci Céline. On nous demande également si l'imposition de la PV se fait dans les deux sens. IR vers IS et IS vers IR. Alors, IR vers IS, c'est l'imposition de la plus-value, donc c'est la flat tax. Si vous passez de l'IS à l'IR, par contre, là, si vous aviez reporté une plus-value, parce que vous étiez déjà à l'IR avant, celle-là, elle tombe, il faut la payer tout de suite. Si vous êtes à l'IS et que vous repartez à l'IR, en fait, la société à l'IS, il va falloir la dissoudre. Alors, si jamais vous réalisez une plus-value encore là, cette plus-value, elle sera soumise au taux d'IS. Et en plus, vous devrez dissoudre la société parce que vous n'exploiterez plus avec cette société. Il faudra donc la liquider. Il est possible d'avoir un boni de liquidation qui sera, lui, imposable à 30%. Donc, finalement, ça peut coûter cher de repasser à l'IR. Donc, mon conseil, c'est si vous décidez de passer à l'IS, vous passez à l'IS, vous ne revenez pas en arrière. Enfin, c'est vraiment un conseil, sinon fiscalement, ça va vous coûter trop cher. Donc, c'est vraiment, posez-vous la question de est-ce que c'est adapté à ma situation, mais revenir en arrière, ce n'est pas un conseil que je vous donne en tout cas. Parce que ça peut coûter une double imposition, imposition de la plus-value à l'IS et boni de liquidation à 30%. Donc, c'est vraiment un choix qu'il faut faire, mais sur le temps. C'est pas, vous pouvez revenir en arrière, ça ne va rien me coûter. Ce n'est pas du tout le cas. Là, on parle de fiscalité, malheureusement, ça peut coûter très cher. Et quand tu fais un changement, il est préférable de le faire, IR vers IS, il est préférable de le faire au début de l'année? C'est une question qu'on nous pose. Alors, j'aurais tendance à dire oui, ça vous évite de faire plusieurs déclarations. Parce que si vous êtes en partie de l'année à l'IR et en partie de l'année en société à l'IS, ça fait deux types de déclarations en fait. Donc, généralement, on conseille de le faire en début d'année. Alors, il y en a qui le font en cours d'année, c'est tout à fait possible aussi. C'est juste un petit peu plus fastidieux pour l'expert comptable qui va devoir faire deux types de compta. Mais parce que à l'IS et à l'IR, ce n'est pas la même comptabilité, mais c'est une possibilité. Merci Céline, on va te laisser continuer un petit peu. Il y a encore d'autres questions, mais on les traitera après. Ça marche. Alors maintenant, on va parler, alors ça, aujourd'hui, vous êtes surtout des agents qui sont à l'impôt sur le revenu aujourd'hui, mais peut-être qu'il y en a qui sont SARL et peut-être que ça peut intéresser certains qui vont peut-être avoir la possibilité de passer en société ou alors pouvoir informer si jamais vous avez des clients qui sont en société. Je sais que des fois, ils vous demandent des conseils. Après, vous me demandez aussi, je sais que ça arrive. Et là, en fait, c'est par rapport à la suppression d'enregistrement obligatoire de certains actes. C'est-à-dire, au cours de la vie d'une société, c'est possible que vous ayez à réaliser certains actes qui aient des évolutions. Et notamment, par exemple, là, à partir du 1er janvier 2021, donc avec la loi de finances, il est indiqué que, par exemple, pour les augmentations de capital en numéraire, pour l'amortissement, la réduction du capital ou la formation de GIE, donc de groupement d'intérêt économique, vous n'avez plus à faire d'acte. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de faire un acte que vous devez enregistrer finalement. Il n'y a plus d'enregistrement obligatoire. Il y a juste certains actes qui restent soumis à cet enregistrement concernant les sociétés, c'est-à-dire l'augmentation de capital en nature, par exemple, ou si jamais vous cédez des droits sociaux. Donc, si jamais vous cédez vos parts sociales, vous avez toujours à faire des actes. Donc là, ils seront obligatoirement enregistrés. Mais je précise que quand même si l'enregistrement, c'est bien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Concernant la preuve, on parle toujours quand même de la preuve juridiquement, c'est bien on peut toujours faire un acte, pour moi, il faudra toujours faire l'acte, mais vous aurez simplement plus l'obligation de l'enregistrer. Mais il est bien un acte quand même, parce que, mettons, je ne sais pas, vous avez un contrôle, on vous demande ce qu'il en est parce que vous versez des dividendes et que vous calculez par rapport au capital social de la société, il va falloir prouver qu'effectivement, vous avez augmenté le capital social de la société. Donc, c'est bien d'avoir un acte qui dit, oui, j'ai augmenté à telle date le capital de ma société, même si ça n'a pas été enregistré.
Donc en fait, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, il faut toujours bien garder un acte et toujours être capable de pouvoir le ressortir. Je précise aussi que pour ceux qui aiment bien passer devant notaire, faire ce type d'acte, ça arrive assez souvent. Si vous passez devant un notaire, vous aurez toujours l'obligation d'enregistrer les actes, parce que là, c'est différent. C'est une profession qui fait qu'ils ont l'obligation d'enregistrer. Donc, il n'y aura pas cette suppression, ça va dépendre de la personne. Et donc là, comme le notaire, il y a toujours l'obligation, vous ne pourrez pas dire, bah non, il n'y a plus l'obligation d'enregistrer. Là, si, il y a toujours l'obligation, parce que le notaire est toujours soumis à cette obligation. Donc ça, en fait, c'est vraiment toujours dans la perspective de l'État, finalement, de dire, bah, on simplifie les formalités, vous n'avez plus forcément à devoir tout le temps aller enregistrer. C'est bien, mais toujours conserver quand même un modèle, enfin, toujours avoir votre acte qui a bien été fait, même si vous ne l'enregistrez pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est toujours bien de pouvoir le prouver. Et finalement, corrélativement, ils ont aussi supprimé l'obligation de faire certaines déclarations. Donc, par exemple, vous deviez normalement enregistrer, vous devez aussi déclarer aux impôts l'opération. Là, vous n'aurez plus non plus à faire la déclaration aux impôts. Ça va dans les deux sens. Il n'y aura plus l'obligation forcément de faire l'enregistrement pour ça. Il n'y aura plus l'obligation de faire la déclaration aux impôts non plus pour ce type d'opération. Donc, c'est très bien et ça aussi, je trouve que c'est une très bonne mesure parce que c'est vraiment des fois un petit peu, ça coûte cher aussi. Hein. Donc, c'est bien qu'il y ait cette suppression, mais toujours quand même, il y ait une trace de tout ce que vous faites en fait. Ça reste la vie de la société. Toujours avoir une trace des actes qui ont été passés. Mais sachez quand même que ceux qui sont en société, c'est intéressant de le savoir, que vous n'avez plus forcément cette obligation. Et même si des clients vous posent la question, bah, vous pouvez au moins leur répondre que là-dessus, il y a eu des changements quand même. Ça va toujours dans ce sens-là. Et on veut simplifier l'administratif. C'est plutôt pas mal dans notre pays où c'est très administratif, notamment au niveau des impôts, mais là-dessus, il y a quand même des évolutions. Maintenant, pour ce qui est de la restriction par rapport si vous êtes obligé d'enregistrer préalablement avant de pouvoir faire une inscription au RCS, c'est-à-dire que normalement, vous êtes censé d'abord enregistrer l'acte et ensuite faire l'inscription au RCS, donc au registre des sociétés de commerce. Maintenant, ils ont supprimé cette obligation de faire l'un avant l'autre. Alors, ils ne l'ont pas supprimé pour tout, notamment pour la cession de fonds de commerce ou la cession de droits sociaux. Ça, il y a toujours cette obligation de le faire préalablement. Donc ça, ils l'ont gardé parce que c'est quand même des choses assez importantes. Les mutations de fonds de commerce, c'est quand même important de savoir qui devient propriétaire finalement du fonds de commerce. Et là-dessus, il vaut mieux quand même le conserver. Et même au niveau des droits sociaux, la cession de parts, ça reste un petit peu logique, à mon sens aussi, que l'on puisse constater qu'il y a bien eu encore cette modification. Et comme vous le voyez, aussi, par exception, l'enregistrement préalable est maintenu pour certains actes, et notamment pour la cession de clientèle. Donc, ça vaut aussi pour cession de droits de créance et de contrat, dans ce qui vous concerne pour vous. À mon sens, vous êtes toujours obligé d'enregistrer les actes. Et de toute façon, si jamais vous faites une vente de votre portefeuille en société, vous devrez aussi enregistrer finalement la vente de parts sociales. Ça ne change rien. Il faudra toujours le faire avant de faire toute modification au RCS. Donc ça reste préalable, vous devez toujours le faire. Et c'est quand même important de le savoir que vous avez toujours cette obligation, sachant que ça arrive assez souvent au niveau des cessations, c'est une obligation, il faut bien penser à le faire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont mises au niveau de la simplification administrative, mais on conserve quand même quelques obligations, on va dire, pour les actes importants de la vie de la société. Parce que si jamais il n'y a plus ces actes, après, si jamais vous avez quelqu'un qui vous a vendu quelque chose ou vous avez vendu à quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne foi, c'est toujours bien de pouvoir dire c'est plus moi qui étais propriétaire à ce moment-là, c'est passé à quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours important quand même de pouvoir prouver que ce n'était pas vous au niveau de la responsabilité même. Donc c'est bien qu'il conserve quand même certaines obligations. Mais tout ça, c'est vraiment pour montrer aussi administrativement que c'est un petit peu moins lourd, même si, bon,
c'est pas encore ça, mais ça peut être bénéfique aussi qu'on garde quelques obligations. Et ça, je suis allée assez rapidement dessus parce que là, vous êtes à l'impôt sur le revenu pour la plupart. Je ne sais pas si vous êtes forcément en société. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus m'étendre trop sur le sujet. Mais c'est quand même assez important et ça peut être bien si jamais vous avez des clients en société et qui vous demandent quelques indications, sachez au moins que ça va dans ce sens-là au niveau des obligations. Donc là, on va parler d'un sujet un petit peu moins, on va dire, sympathique, ce qui est la fiscalité territoriale de l'agence. Donc ça, c'est ce qui correspond finalement à ce que vous payez au niveau de votre cotisation foncière des entreprises. Donc, je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent la payer. Et donc, en fait, c'est décomposé en plusieurs éléments. Donc là, on va le voir, le premier élément de la CET, donc la contribution économique territoriale. Et un des premiers éléments, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On parle de la CVAE. Alors, vous ne connaissez pas forcément ces termes-là, mais en fait, c'est une composition qui correspond en fait dans la CET. Vous allez avoir la CVAE, la cotisation foncière des entreprises. En fait, c'est des composantes et c'est autant de taxes que vous allez avoir à l'intérieur. On ne connaît pas forcément les noms, mais généralement, il y en a beaucoup qui les payent. Ça vous permet aussi de savoir ce que vous payez. Et donc, en fait, la loi de finances pour 2021, pareil, elle va dans le même sens, elle va vers la réduction. C'est-à-dire que pour cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il y a une réduction de 50%. Donc, en fait, le taux qui était à 1,5% passe à 0,75%. Il y a aussi une modification du barème. Là, je n'ai pas mis le barème parce que c'est des calculs un petit peu compliqués, mais tout ça, je l'ai mis dans leur série fiscalité. Donc, de toute façon, vous pourrez le retrouver dans ce qu'on va vous envoyer au mois de mars. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Ils baissent le taux de cotisation. Alors, la raison, c'est en fait, vous allez payer juste pour l'État et vous n'allez plus contribuer en fait pour les régions. Vous ne contribuerez plus pour les régions et les régions, du coup, elles auront quand même ça en moins au niveau de leurs ressources. Il y a une compensation, elles ont le droit à une part de TVA, mais sachez que c'est en fait la suppression de la cotisation pour les régions. C'est pour ça, c'est là où ils ont tapé pour pouvoir réduire. Alors, d'autres éléments du calcul de cette CVAE aussi ont suivi la même logique de réduction. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, je ne pense pas que ça concerne personne. Le dégrèvement, il passe en fait, la majoration de dégrèvement barémique, elle passe de 1 000 euros à 500 euros. Pour celles qui ont un chiffre d'affaires de 500 000 euros, le montant passe de 250 à 125 euros. Et aussi, il y a un seuil, normalement, où vous êtes aussi obligé de verser des acomptes. Donc, au lieu de ne pas avoir d'acompte à verser, il est possible que maintenant, vous ayez des acomptes à verser pour la CVAE. Et ça passe de 3 000 euros à 1 500 euros. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est toujours vers une réduction. Ça reste une bonne nouvelle. L'État reste dessus. Le gouvernement a décidé vraiment de continuer vers la réduction plutôt. Sachant que toutes ces mesures, elles vont s'appliquer au titre de l'année 2021. Donc, dès 2021, ils appliquent ces mesures de réduction. Sauf pour ce qui est des acomptes, ça sera à compter de 2022. Mais sinon, tout ce que je viens de dire là sur les réductions au niveau de la CVAE, ça s'applique dès aujourd'hui. Ensuite, ouais. Excuse-moi, on a une question pour savoir si c'est par point de vente. Est-ce que ça s'applique par point de vente et dans l'affirmative, donc du coup, comme tu viens de dire, oui, la base est le chiffre d'affaires de chaque point de vente? Normalement, oui, c'est par rapport à votre point de vente, le chiffre d'affaires du point de vente. Je sais même des fois que ça arrive qu'on peut avoir un point de vente dans une ville et avoir un autre point de vente dans une autre ville et pas dépendre du même centre des impôts. Donc, en fait, des fois, il y a même des différences de calcul. Mais effectivement, normalement, c'est calculé par point de vente. Il arrive que ce soit pas le cas. Je sais que ça m'est déjà arrivé, j'avais trouvé ça assez étonnant parce que normalement, c'est plutôt par point de vente parce qu'on parle de cotisation foncière
par rapport à l'agence. Normalement, c'est par point de vente, mais je sais qu'il peut y avoir des exceptions. Et juste, oui, je finissais par rapport, en fait, vous payez aussi une taxe. Vous payez, de toute façon, il y a beaucoup de taxes, hein, on va le dire, au niveau de l'imposition. Il y a aussi une taxe pour la Chambre des commerces et de l'industrie qui fait partie de la CVAE. Et par contre, là, son taux, en fait, il passe de 1,73 à 3,46% pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 000 euros. Donc, ce taux-là, par contre, il va augmenter. C'est le seul qui augmente. Mais si vous avez un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 000 euros, pas ce qu'il en est pour le petit personnel, sachez que si vous avez une augmentation, bah, ça peut venir de là. Donc là, maintenant, je vais parler de la CET, donc la contribution économique territoriale. Celle-là, en fait, elle a vu son taux aussi abaisser, qui passe de 3% à 2% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Donc là aussi, vous avez une baisse. Toujours, elle s'applique toujours à compter 2021, s'ils l'ont fait dès maintenant. C'est toujours une bonne nouvelle pour vous, c'est toujours une baisse d'une taxe. Donc là-dessus, c'est plutôt favorable. Sachant que bon, ça réduit le budget des régions, c'est eux qu'on impacte, c'est eux qui vont voir leur budget baisser, qui ne vont pas avoir de rentrée d'argent là-dessus. D'un autre côté, ils ont le droit à un bout de TVA. Donc, ils se rattraperont ailleurs, on va dire. Mais au moins, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour nous. Pour la cotisation foncière des entreprises, alors il y a un nouveau dispositif qui est mis en place et qui est pour une durée qui serait de 3 ans si vous pouvez en bénéficier. Et c'est une exonération qui est facultative. Il faut la demander pour pouvoir en bénéficier. Alors, il faut qu'il y ait une délibération qui soit prise par votre commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui va en ce sens avant le 1er octobre. Et en fait, ça vous permettrait d'avoir peut-être une exonération de la CFE pour une durée de 3 ans parce que vous venez de créer votre entreprise. Donc, ça peut peut-être concerner, par exemple, si vous êtes un nouvel agent, vous venez de créer votre entreprise, vous pouvez faire la demande. Ou si jamais vous faites une extension d'établissement. Là, la définition, elle a été donnée, mais elle n'est pas encore très claire. Donc, il faudra voir vraiment dans les faits qu'est-ce qu'ils entendent par extension d'établissement. Et il faudra aussi voir si cette exonération, est-ce qu'elle est limitée. Pour le moment, je n'ai pas vu d'exclusion. Je n'ai pas vu d'exclusion, par exemple, pour l'assurance, pour votre domaine d'activité. C'est possible que la doctrine administrative prévoit une exclusion pour certaines activités, mais en tout cas, dans la loi de finances, il n'y a pas d'exclusion prévue. Pour le moment, ça reste un avantage. Peut-être que vous pouvez en bénéficier si vous êtes bien sûr concerné. Et en fait, ça permet en fait une exonération pendant 3 ans. Alors, soit l'année suivant celle de la création de l'établissement, soit la deuxième année suivant celle de l'extension de l'établissement. C'est bien, ils n'ont pas fait simple, hein, comme dans tout, ils font 2 choses différentes dans le cas. Donc, par exemple, pour la CFE due au titre 2022, il faut que la création soit en 2021. Pour l'extension, il faut que l'extension ait été réalisée en 2021 et l'impact ne sera qu'en 2023. Donc, il y a vraiment un décalage dans le temps au niveau de cette exonération. Mais j'ai quand même voulu vous le préciser parce que ça peut peut-être concerner certains d'entre vous si jamais vous voulez faire un rachat d'un point de vente. Est-ce que ça ne peut pas rentrer dans l'exonération? Si jamais vous savez qu'il y a des agents qui vont se mettre en place, qu'il y aura une création d'établissement, à voir si ça ne peut pas rentrer dedans. Donc, je trouvais ça assez bien d'en parler là. Peut-être concerner certains d'entre vous. Sachant que sur l'extension de l'établissement, pour le moment, on attend quand même une définition un petit peu plus claire là-dessus pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils entendent par là. Parce que je vous avoue, pour avoir lu un peu leur définition, elle est un petit peu technocrate, on va dire. Elle n'est pas très explicite. Donc, à voir comment elle va être interprétée aussi au niveau de l'administration fiscale. Merci Céline, parce qu'en effet, on avait des questions par rapport à la définition et qu'est-ce que tu entendais par extension. Donc, c'est pas encore très clair.
C'est pour le moment, en fait, ils ont donné une définition. Alors, dans le hors-série fiscale, je mets la définition qu'ils ont donnée, mais je la trouve pas hyper claire, on va dire. Généralement, il faut peut-être attendre pour le moment de voir ce que l'administration fiscale va entendre par là. Qu'est-ce que vraiment elle va considérer comme une extension, et aussi est-ce que dans votre région il va bien avoir été pris par la commune ou par l'EPIC, je sais plus comment ils mettent le nom, une décision en ce sens, comme quoi ce sera bien applicable dans votre région ou dans votre commune, parce que ça va dépendre de la commune si elle le veut bien aussi. Et oui, au niveau de la définition, pour le moment, je n'ai pas trop voulu m'y risquer parce que je vous avoue que je préférerais avoir vraiment une définition un peu plus claire, pouvoir donner quelque chose un peu plus limpide pour vous, on va dire. Merci Céline. On nous demande également, peut-on demander l'exonération de CFE pour seulement 1 ou 2 ans? Alors normalement, si vous la demandez, automatiquement, elle va s'appliquer pour 3 ans. Parce qu'elle est prévue pour 3 ans, donc automatiquement, elle devra s'appliquer pour 3 ans à mon sens. Et quelles sont les démarches du coup pour solliciter cette exonération? Au niveau des démarches, vous aurez tout mis dans le hors-série fiscalité. J'ai mis vraiment tous les détails pour pouvoir les démarches à faire. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le webinaire parce que sinon, ça c'est peut-être un petit peu long. Je me suis dit que j'allais peut-être en perdre certains. Mais en tout cas, dans la hors-série fiscalité, je vous ai mis toutes les déclarations qu'il faut remplir selon votre situation, si vous êtes à l'IR, à l'IS. Et donc, vous les retrouverez finalement dans le hors-série fiscalité, je les ai mises. Donc, vous les retrouverez au mois de mars quand on va vous l'adresser. Je crois que c'est au mois de mars qu'on adresse. Oui, première quinzaine de mars, ils recevront leur série et puis on le mettra également sur le site internet aga.fr. Vous allez retrouver toutes les informations. Je l'ai bien mis dans leur série. Là, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que c'est 1 heure, c'est un petit peu court pour pouvoir rentrer vraiment dans les détails. Mais j'ai mis toutes les démarches à faire. Vous inquiétez pas, tout est bien mis dans leur série en tout cas. Et la dernière question par rapport à l'extension, si elle est réalisée en 2020, ça fonctionne? C'est applicable? Pour moi, ça va être un établissement à partir de 2021. C'est pas une exonération qui est rétroactive. Pour moi, elle commence à partir de la loi de finances 2021. Donc, l'exonération commence à partir de 2021. Donc, pour moi, c'est à partir d'une création en 2021. Malheureusement, là, c'est un entre-deux. Sinon, il aurait dit que c'était rétroactif. Là, ils ne l'ont pas prévu, ils ne l'ont pas indiqué. Ça marche. Merci Céline. Ok, super. Donc là, maintenant, on va parler d'un autre sujet, la fiscalité automobile. Donc, il y a pas mal de bifurcations. On s'est un petit peu amusé sur le titre, pour vous avouer. Et là, je vais parler de plusieurs sujets. Je vais parler de la taxe sur les véhicules de société. Alors, cette taxe sur les véhicules de société, elle ne vous concerne pas si vous êtes à l'impôt sur le revenu. Ils ont fait plein de changements, mais vous restez exonéré. Et là-dessus, ça ne change pas. Après, je vais vous parler aussi du malus écologique et du malus au poids. Finalement, il a été décidé que le malus au poids restait en vigueur, même s'ils ont essayé avec le Conseil constitutionnel à ce que ça ne soit pas validé, mais le Conseil constitutionnel a validé. Donc finalement, elle rentre bien en place en 2021. Donc on va voir que en fait maintenant, il y aura un cumul possible. Alors, ce sera selon le poids, bien sûr, du véhicule, selon ce que vous allez acheter. Il y aura un cumul entre le malus et le malus au poids. Donc, ça peut coûter cher. J'ai vu un petit peu les calculs qu'ils ont mis. J'en ai mis qu'un, mais effectivement, là-dessus, ça peut coûter assez cher au niveau des nouvelles immatriculations lorsque vous décidez de changer de véhicule. Alors, ça dépendra de votre véhicule, mais sachez que ça va dans un sens vers l'écologie, mais pas pour le porte-monnaie si vous voulez une voiture assez coûte un peu cher et surtout qui pèse un peu lourd, malheureusement. Et on parlera enfin de la taxe sur les conventions d'assurance. Juste un détail dessus.
Donc, justement, sur la taxe sur les véhicules de société, donc elle est aménagée pour 2021. Donc ça va concerner en fait les agents qui sont à l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut savoir que quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, vous n'êtes pas exonéré de cette taxe sur les véhicules de société. Donc, que vous soyez en EIRL à l'IS ou en SARL à l'IS, vous devez la payer. J'ai regardé, il y a toujours un abattement de 15 000 km, donc ça va dépendre aussi de combien de kilomètres vous allez réaliser. Mais sachez en tout cas que vous êtes toujours redevable de la taxe sur les véhicules de société si vous êtes à l'IS. Donc, passer à l'IS, ça peut aussi avoir ce désavantage-là. Vous aurez peut-être cette taxe à payer en plus que vous n'auriez pas si vous restez à l'impôt sur le revenu. Donc, pour l'année 2021, en fait, ils ont changé la première composante, parce qu'en fait, il y en a deux. Et sur la première, en fait, elle ne sera plus par tranche, mais elle va être selon un barème qui reprend le nombre exact de grammes de CO2 par kilomètre. Donc, ils ont fait un tableau, un très joli tableau. Alors, celui-là, je ne l'ai même pas mis dans le hors-série fiscalité, parce que pour vous dire, je crois que si on regarde dans la loi de finances, je crois qu'il fait 2 pages. Donc, c'est vraiment par kilomètre. C'est vraiment minime entre les différences. Donc, vous sautez un cran, vous payez plus. Donc maintenant, c'est le nombre exact en fait, de CO2 par kilomètre émis par le véhicule. Et en fait, je vous ai juste mis, en fait, ça fait une augmentation de tarif pour les véhicules qui émettent entre 157 et 270 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est là où il va vraiment y avoir un impact pour ceux qui ont en fait des véhicules dans cette tranche. Donc ça, c'est bien de le savoir quand même. Sachant que pour la deuxième composante, qui elle parle en fait des émissions de polluants atmosphériques, il peut y avoir finalement une exonération pour ceux qui ont des véhicules électriques, des véhicules hydrogène ou qui combinent l'électrique et l'hydrogène. Donc on ne parle pas d'hybride, on parle vraiment des véhicules électriques ou hydrogène dans ce cas-là. Donc là, c'est vraiment montrer que la loi de finances, elle va vraiment vers un côté plus écologique et ça passe forcément par une augmentation des tarifs, notamment si vous avez des véhicules qui sont très polluants et des véhicules avec des énergies, on va dire, thermiques, qui ne sont plus des énergies nouvelles, forcément, ils vont taper là-dessus. Sachant que ça, c'est pour dès 2021, pour la TBS dès 2021. Donc finalement, c'est celle que vous allez acquitter pour janvier 2022, parce que ceux qui sont à la taxe sur les véhicules de société, normalement, vous êtes censé en avoir payé une en janvier 2021 pour 2020. Donc c'est toujours un décalage à chaque fois dans le temps, un peu comme tout. Mais sachez que ça, c'est la première étape, on va dire, au niveau du changement pour cette taxe. La deuxième étape, c'est à partir finalement de 2022, ils vont aussi remplacer, en fait, ce que j'ai dit avant. Là, à partir de 2022, ils vont le remplacer parce que, en fait, on va cumuler, ils veulent changer tout ce qui est au niveau de l'écologie. Donc, ils vont inventer deux nouvelles taxes. La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques. Donc, finalement, ces deux taxes, elles vont remplacer les deux composantes que je vous ai parlé avant qui sont applicables pour 2021. À partir de l'année 2022, ce sont ces deux nouvelles taxes qui vont être mises en place. Et pareil, ils ont toujours dit qu'elles font l'objet d'une exonération pour tous ceux en fait qui sont soit en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, soit en EIRL qui sont à l'impôt sur le revenu. Donc, ceux qui sont en EIRL à l'IS ou en SARL à l'IS, vous êtes toujours redevable de cette taxe. Donc, l'exonération reste, mais vous restez redevable si vous êtes à l'IS. Il faut quand même le savoir. Là-dessus, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est pareil, ils ont fait de belles choses bien détaillées, mais c'est vraiment pas simple et assez fastidieux, on va dire, si je devais le reprendre en détail. Mais sachez que pour tous ceux qui sont à l'impôt sur le revenu, ça ne change rien, vous n'aurez pas à le payer non plus l'année prochaine ou l'année d'après. Là-dessus, vous êtes toujours exonéré.
Et les 2 nouvelles taxes dont je vous parle là, elles seront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Donc, finalement, on voit qu'il y a une évolution pour être plus vers l'écologie. Mais au moins, vous, si vous êtes en entreprise individuelle à l'IR, vous n'êtes toujours pas concerné, que ceux à l'IS. Et donc là, on va parler maintenant du malus. Donc, pareil, il va augmenter. Donc en 2021, vous avez aussi 2 barèmes qui coexistent. L'un en fonction des émissions de CO2 et l'autre en fonction de votre puissance administrative. Sachant qu'il y aura 2 versions différentes avec des sous-codifications différentes, avec l'ancien et le nouveau malus. Donc en fait, pendant un temps, ils vont l'adapter, il va y avoir l'ancien et au fur et à mesure, il va y avoir le nouveau malus. C'est pareil, hein, si on pouvait faire les choses simplement, là, ce n'est pas le cas, c'est assez compliqué. Et en fait, ils ont prévu l'augmentation des tarifs sur 3 ans. Et ça, c'est pour tenir compte en fait du malus au poids qu'on verra après. Donc en fait, ils ont vraiment prévu d'augmenter les tarifs du malus auto. Donc si vous avez décidé d'acheter une nouvelle voiture, sachez qu'à partir de, en fonction de l'immatriculation de votre véhicule, ça peut coûter plus ou moins cher et selon le véhicule que vous allez décider d'acheter. Il faut quand même le savoir, le malus automobile, il augmente. Ce malus, en fait, il y a 2 barèmes. Donc là, je vous mets en fait un peu l'évolution de ce qu'il en est sur le temps jusqu'en 2023. Et vous voyez que pour le barème de CO2, en fait, il augmente, mais en fait, ça baisse au niveau du barème. C'est-à-dire que si vous êtes à 138 grammes de CO2, ça va vous coûter un certain prix. Après, ça a baissé à 163 grammes, puis à 128 grammes, puis à 123 grammes. Donc, en fait, le montant va augmenter, mais par contre, on baisse le nombre de grammes de CO2. Parce qu'on veut des véhicules de moins en moins polluants, en fait. Donc, forcément, ils ont investi ce barème, et plus vous allez avoir des véhicules, finalement, avec un barème de CO2 élevé, plus vous allez devoir payer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et aussi au niveau de la puissance administrative, donc ça, c'est les chevaux administratifs. Pareil, c'était à 6 chevaux en 2020, ça va passer à 5 chevaux en 2021, puis à 4 chevaux en 2023. Donc, pareil, sur le temps, ça évolue. Donc vraiment, on voit que là, l'administration, elle va vers une évolution qui fait que ils veulent que les véhicules soient moins polluants, moins puissants. C'est vraiment une tendance écologique qui est prise dans cette loi de finances. Et tout ça, ça va être à compter du 1er janvier 2022, sachant que le malus à payer sera limité à 50% du prix d'acquisition du véhicule. Donc, si vraiment vous avez un véhicule qui pollue beaucoup, sachez quand même qu'ils peuvent quand même aller jusqu'à 50%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, ça, c'est vraiment la tendance qu'ils ont pris sur ce malus écologique. Il augmente. Ça va faire cette tendance-là, sachant qu'il n'y a pas de bonus écologique cette année. Mais par contre, il y a bien un malus qui est renforcé. Ce malus, en plus, il est renforcé parce que maintenant, vous avez un nouveau malus qui est le malus au poids. Et celui-là, ça va être en fonction du poids de votre véhicule. Donc, il y a une règle de calcul qui a été mise en place. Donc, je vous ai donné quelques détails là, pour que vous puissiez savoir comment c'est calculé. Et là, par exemple, c'est la masse du véhicule, moins 1800 kg, fois 10 €. Donc là, je vous ai mis, par exemple, un exemple d'une BMW qui pèse 1930 grammes. Ça coûte quand même 1300 € au titre de ce malus-là. Donc, en fait, maintenant, il va falloir regarder à la fois combien, finalement, il y a de CO2 émis par le véhicule. Il va falloir regarder la puissance administrative. Et il va falloir regarder finalement le poids du véhicule. Parce qu'il faut bien savoir que si jamais vous avez un véhicule qui est assez polluant et en plus qui pèse plus de 1800 grammes, il cumule les deux. Il vous faut un calcul où ils vont cumuler le malus écologique et le malus au poids. Donc, vous pouvez avoir un cumul de ces 2 malus et ça peut faire des montants assez importants. Donc vraiment, là, le virage qui est pris, c'est on va taxer les véhicules polluants ayant une puissance assez conséquente.
Alors, bien sûr, il va y avoir des exonérations et bien sûr, ça ne va pas concerner certains types de véhicules ou de façon plus mineure, selon le type de véhicule que vous allez décider d'acheter. Ils vont forcément encourager donc, la population à aller vers des véhicules électriques, à aller vers des véhicules hydrogène ou des véhicules même hybrides. Donc en fait, ce qu'on constate là, c'est si vous voulez acheter une nouvelle voiture en fonction de la date d'immatriculation, sachant que là, le malus au poids, vous voyez, c'est si vous achetez une voiture à partir du 1er janvier 2022. Donc, ce n'est pas encore en vigueur pour 2021, mais ça le sera l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, il faudra vraiment regarder les caractéristiques. Et Céline, ça ne concerne pas les véhicules d'occasion, du coup? Alors non, normalement, c'est première immatriculation. D'accord. Donc, normalement, première immatriculation, c'est censé être avant. Si la première immatriculation est avant 2022 ou 2021, pour moi, ça ne les concernera pas. Mais effectivement, ça fait réfléchir à 2 fois quand on achète une voiture neuve. Et quand tu es en location longue durée, par exemple? Alors, les locations longue durée, comme il n'y a pas un achat, donc tout ce qui est LBO, LOA, tout ça, vous n'achetez pas le véhicule. Donc, normalement, vous n'êtes pas concerné par ça. Ça, c'est vraiment à l'achat du véhicule. Si vous les mettez en leasing ou en LBO, pour moi, en LOA, pour moi, ce n'est pas concerné. Vous n'achetez pas, en fait. Et dernière question, est-ce que du coup, ce malus, tu le payes qu'à l'acquisition ou tu le payes du coup tous les ans? Pour moi, c'est à l'acquisition du véhicule. Alors, je vous avoue que celle-là, non, je pense que c'est l'acquisition du véhicule pour moi. Au moment où vous allez en fait acheter votre véhicule et faire la première immatriculation, vous allez devoir payer le malus. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Merci Céline. Au pire, si c'est pas ça, on reviendra de toute façon sur les questions. Alors après, là-dessus, il y a aussi des choses des fois qui vont mettre dans le temps. Ils aiment bien prévoir, faire des rectificatives et préciser des choses après aussi. Donc, ça peut arriver. Il n'y a pas de questions? Il y en a pas mal, mais comme on approche doucement de l'heure de fin, on va continuer et puis on traitera les questions en individuel. Je te les ferai suivre si tu veux adresser les réponses a posteriori par mail. Ok, ça marche. Et là, on va parler finalement de la taxe sur les véhicules, en fait, sur les conventions d'assurance, pardon, sur les contrats d'assurance. Et en fait, il est prévu que pour ceux qui ont en fait un véhicule électrique immatriculé à compter du 1er janvier 2021, qui est une exonération en fait. Alors, j'ai voulu en parler parce que ça peut-être concerner certains de vos clients là-dessus. Il faut savoir quand même qu'il y a une exonération qui est prévue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Et ça concerne que les véhicules électriques et immatriculés à compter du 1er janvier 2021. Donc, sachez qu'il y a une exonération de la TSCA. Donc ça, je vais assez rapidement là-dessus. Et du coup, là, j'en finis avec en fait, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et en fait, dans cette loi, vous avez une nouvelle cotisation qui rentre en vigueur pour les indemnités journalières pour les professions libérales. Alors, je pense que vous le savez, aujourd'hui, si vous n'avez pas vous-même pris un contrat, donc soit avec votre compagnie, votre syndicat, avoir pris un contrat vous-même, vous n'avez pas le droit à des indemnités journalières. Là, avec la loi de financement de sécurité sociale pour 2021 et notamment la crise sanitaire, ils se sont aperçus qu'il y avait pas mal de professions, notamment dans les professions libérales, type par exemple infirmière, qui n'avaient pas forcément souscrit un contrat et qui du coup n'avaient pas d'indemnité journalière. Donc ça a été plutôt un problème dans la crise sanitaire. Et en fait, ils se sont dit que ce serait peut-être bien d'avoir une nouvelle cotisation si jamais il y avait une autre crise d'un autre type. On ne l'espère pas, hein. Mais si jamais ça arrivait, c'est bien quand même qu'il y ait un minimum d'IJ, ces personnes, donc les professions libérales. Et en fait, c'est à compter du 1er juillet 2021. Et ça va concerner toutes les personnes qui dépendent du CNAF-PL. Vous, en tant qu'agent, la CAVAMAC est sous la tutelle du CNAF-PL. Vous êtes dépendant de la CNAF-PL, donc vous êtes concerné. Donc, il est prévu, en fait, un dispositif obligatoire d'indemnisation. En cas d'arrêt de travail,
Et ça, c'est jusqu'au 91e jour pour les professionnels libéraux. Alors, c'est une nouvelle cotisation qui est mise à la charge des intéressés et qui sera assise sur le revenu professionnel. Donc, ça va être en fonction de votre revenu. Elle sera calculée donc, sur la même assiette que les autres cotisations sociales de la Sécu. Et il y aura bien sûr un plafond. Alors, il doit y avoir un décret qui doit passer normalement. Il doit être pris sur l'avis du CNAFPL pour fixer le taux de cotisation, le plafond applicable et le montant minimal de cette cotisation. Donc, tout ça, c'est un décret qui doit normalement sortir. Pour le moment, j'ai regardé encore dernièrement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu encore sorti, donc on est encore en attente. Alors après, ils ont encore un peu de temps. Hein. C'est qu'à compter du 1er juillet 2021. Donc, c'est possible que ça ne sorte pas tout de suite. Mais en tout cas, sachez qu'à compter du 1er juillet 2021, vous aurez une nouvelle cotisation qui vous donnera le droit à des IJ. Et donc, vous êtes concerné par ça. Et peut-être certains de vos clients aussi, c'est bien de les informer, qui pourront avoir des IJ dans ce cadre-là. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qui a été mise en place à Citroën. Et j'en ai fini. Merci Céline. Du coup, je vais quand même te poser une ou deux questions parce qu'on a eu pas mal de demandes par rapport notamment à des exemples sur la partie automobile. Est-ce que dans le hors-série, il y aura des exemples ou est-ce que il y a des endroits où en tous les cas les agents peuvent trouver des exemples? Alors, j'en ai pas mis, j'ai hésité à en mettre, mais je peux encore en mettre hein, si jamais il y a beaucoup de questions là-dessus et que les agents sont intéressés. Si vous voulez, je peux en rajouter. On n'a pas encore fini le hors-série, je suis encore dessus. Donc, si jamais ça peut être opportun, oui, je peux en rajouter un ou deux exemples, notamment si jamais il y a un cumul. Je peux tout à fait encore le rajouter dans le hors-série si jamais il faut. D'accord, ça marche. Et on nous demandait si l'impôt à l'IS, impôt à l'IS, la plus-value en fin de carrière lors du départ à la retraite, est-elle soumise à la loi Sarkozy? Alors en fait, ça va dépendre du mode de cession. Alors si vous faites une cession de gré à gré et que vous vendez juste en fait votre portefeuille, en fait vous vendez votre entreprise entre guillemets juste le portefeuille, il est possible que la loi Sarkozy effectivement s'applique, mais c'est un cas particulier, c'est-à-dire que vous faites du gré à gré et vous vendez simplement votre portefeuille de gré à gré. La loi Sarkozy peut dans ce cas-là s'appliquer effectivement si vous remplissez bien sûr toutes les conditions du régime, mais effectivement dans ce cas particulier-là, ça peut s'appliquer. Après, ce n'est pas le régime le plus avantageux quand vous arrêtez à l'IS. En fait, le plus avantageux, c'est en SARL, vous cédez vos parts sociales. Vous avez la flat tax qui est imposable sur la plus-value avec un régime d'épargne retraite applicable. Alors, différent qu'à l'IR, mais il y en a un. Ou alors, vous vendez votre IRL, actif, passif, et c'est assimilé à une cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, donc à une cession de parts sociales. Et dans ce cas-là, c'est soumis à la flat tax de 30%. Donc en fait, si jamais vous êtes à l'IS, le jour où vous voulez partir, faire du gré à gré et plutôt soit vendre le IRL dans son entièreté, soit vendre les parts sociales de la SARL. C'est vraiment nous ce qu'on conseille en tout cas. Merci Céline. Et puis on nous demande la dernière question parce qu'après on va devoir couper. Comment est calculée la valeur ajoutée pour une agence d'assurance? Ça, je suppose, c'est pour la CVAE. Alors, pour être sincère avec vous, ça, il faut demander expressément en fait, à votre centre des impôts, en fait, comment ils le calculent. Parce que des fois, ils ne sont même pas capables de vous répondre. Mais il faut vraiment leur demander à eux parce que je sais que ça peut différer. Les centres des impôts, ça dépend en fait de votre situation, de votre commune, de votre région. Les calculs ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut vraiment poser la question à votre centre des impôts si vous voulez savoir, vous leur demandez, vous envoyez un mail sur votre espace personnel. Je souhaiterais savoir comment elle est calculée. Et ça, c'est voir avec votre centre des impôts. Merci beaucoup Céline, merci Nicolas. On a été ravis de vous retrouver aujourd'hui et puis de toute façon, on vous donne rendez-vous pour notre prochain entre guillemets live qui portera sur l'assurance de personnes.
Ce sera un plateau TV qui sera diffusé le 25 mars. Donc, on va vous envoyer les petites informations pour y participer. Merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Merci, bonne journée.